donc, on passe suivant. Suivant, c'est Alain Lout. Il est là, lui? Bon, ben voilà. Spatialisation des soins, paternalisme numérique. Alors on tient à le remercier parce qu'on l'a pris en quelque sorte là dans un colloque il y a quelques mois et on a essayé de le tenter. Donc c'est un grand plaisir d'avoir un deuxième philosophe, Merci, un grand merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve que les problématiques, les débats sont vraiment passionnants, donc très content d'être là. Je vous propose une réflexion autour du thème spatialisation des soins et paternalisme numérique. Je vais m'expliquer tout de suite un petit peu sur le pourquoi de ces termes. Je voudrais commencer en vous partageant un petit peu cette réflexion d'un article rédigé par Vincent Rial et d'autres auteurs en 2014, intitulé Télémédecine et gérontologie pour la maladie d'Alzheimer, nécessité d'un pilotage international par l'éthique. Un article que j'aime beaucoup pour un terme qu'il met en avant et qui, je trouve, qui caractérise bien, en tout cas, la situation pour le développement de la télémédecine et de beaucoup de technologies aujourd'hui. C'est le développement de ce qu'ils appellent un immobilisme hyperactif. C'est-à-dire un terme qui vise à désigner, à travers l'idée d'hyperactivité, le fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'expérimentations, il y a beaucoup de dispositifs. Le numérique, la santé numérique sont à l'agenda aujourd'hui, mais selon ces auteurs, ils parlent néanmoins d'immobilisme pour signaler que malgré cette hyperactivité et ces très nombreux développements, eh bien, on est encore parfois en difficulté de pouvoir véritablement, pour un certain nombre de dispositifs, on est en incapacité de développer vraiment des produits encore tout à fait utiles, souhaités et des solutions vraiment pérennes. Et ils en appellent pour cela, pour essayer d'améliorer un petit peu la situation par rapport à ce champ en mouvement, ils en appellent à un pilotage par l'éthique. Pilotage par l'éthique de l'évolution rapide de ce champ de la e-santé. Et donc l'article vise un petit peu à proposer le fait de davantage ancrer la mise en place d'expérimentations de nouvelles pratiques et de nouveaux dispositifs sur la notion d'éthique. Et donc je voudrais un petit peu avoir cet article un petit peu en arrière-fond et effectivement réfléchir avec vous, mais dès lors, comment mettre en œuvre un pilotage par l'éthique du champ de la e-santé. Et vous verrez plus particulièrement aujourd'hui, je vous parlerai de télémédecine et en grande majorité de télésurveillance. Et donc, comment mettre en œuvre une telle réflexion éthique? Alors, à nouveau, c'est peut-être ma déformation de philosophe qui m'invite à toujours réfléchir sur la manière même de poser les questions. Peut-être même que cette manière de poser la question n'est peut-être pas tout à fait bien posée. Se demander un petit peu, comment mettre en œuvre une réflexion éthique sur la e-santé? Peut-être qu'au fond, c'est une question qui n'a pas véritablement lieu d'être. Peut-être que finalement, en tout cas dans le cas français, peut-être que finalement on n'a pas véritablement besoin d'une nouvelle éthique, ou peut-être que finalement le cadre est déjà là, le cadre existe, et donc peut-être que finalement la télémédecine ne serait pas véritablement en quête d'une nouvelle éthique ou d'une... Effectivement, en France, on peut se dire que, à la différence peut-être d'autres pays, en tout cas la Belgique d'où je viens, c'est qu'en tout cas en France, il y a une reconnaissance juridique de la télémédecine, d'abord par la loi de 2004, puis la loi HPST de 2009 et le décret du 19 octobre en 2010 qui précise un petit peu les caractéristiques de la télémédecine en définissant 5 actes médicaux de santé publique. Donc la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale dont je vous parlerai plus particulièrement aujourd'hui, la téléassistance médicale et alors la régulation médicale. Donc on pourrait se dire finalement, dans le cadre français, le législateur a bien veillé à repréciser que la télémédecine, c'est de la médecine. La télémédecine est bien un acte médical. Et donc, en ce sens, la télémédecine est bien soumise aux obligations et aux cadres réglementaires auxquels tout acte médical doit se conformer. Donc, la télémédecine, en un sens, est déjà régulée en France. Autre élément qui tend un petit peu à se demander, mais tiens, est-ce qu'il faut vraiment quelque chose comme une nouvelle éthique pour la télémédecine? On peut se dire aussi que à travers cette définition de la télémédecine comme de la médecine, eh bien, ça a permis en France de bien cartographier le terrain
le territoire de la e-santé. Ici, je vous montre ce schéma parce que je trouve que schématiquement, ça permet bien de donner à voir l'effet de cartographie qu'il y a du champ en France. Donc ça vient du livre blanc du CNOM sur la santé connectée qui montre qu'il y a de fait une distinction en France entre, par exemple, la e-santé qui peut renvoyer plus largement à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le champ du bien-être, finalement quelque chose qui renverrait à un secteur du e-commerce, mais plus spécifiquement orienté autour de la santé. Donc en France, ce secteur-là est bien distingué de la télémédecine à proprement parler. Donc, vous voyez, par rapport à ma question de, tiens, quel pilotage de toutes ces innovations par l'éthique, finalement, on pourrait se dire, est-ce que c'est une question vraiment intéressante? Est-ce que finalement, en tout cas en France, on ne dispose pas déjà d'un cadre réglementaire assez précis? Est-ce que également on ne dispose pas d'une forme de cartographie suffisamment précise de ces différents territoires de la santé numérique? Et plusieurs auteurs, plusieurs ordres vont dans ce sens. Plusieurs réactions que je vais vous montrer maintenant eh bien, précisent qu'effectivement, dans le cas de la France, la télémédecine, ici je cite Pierre Simon, eh bien, la télémédecine est bien une activité médicale et donc elle se réfère bien à des principes éthiques qui sont repris dans le Code de la santé publique, qui a intégré le Code de déontologie et le décret de télémédecine. Et donc, pour Pierre Simon, en toute logique, en toute cohérence, dès lors, eh bien, si vous voulez, l'éthique médicale classique, les 4 piliers de la bioéthique, par exemple, continuent à s'appliquer à la télémédecine clinique. Et donc, Pierre Simon de conclure à ce que l'activité de télémédecine est une activité médicale comme une autre qui ne justifie pas la mise en place d'un régime juridique particulier. Autre avis qui va dans ce sens, mais cette fois-ci pas d'un auteur, mais du Conseil national de l'ordre en 2009, qui précise que l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'exercice de la télémédecine ne justifie pas une disposition spécifique du Code de déontologie médicale. 2 autres exemples pour vous montrer un petit peu que ces positions-là sont partagées, sont partagées par plusieurs. Le Conseil européen, cette fois-ci des ordres de médecins sur la télémédecine, précise également que les principes éthiques et déontologiques en vigueur demeurent et s'appliquent à cette pratique de la médecine. Autre exemple encore dans la littérature pour être complet, celui de Jean-Louis Armé dans un article sur éthique, jurisprudence et télémédecine. Pour lui, eh bien, une nouvelle technologie ne doit pas générer de facto une nouvelle théorie juridique ou éthique. Donc, vous voyez, par rapport finalement à cette volonté de mettre en œuvre une réflexion éthique par rapport à ce champ bouillonnant des innovations technologiques dans le champ de la santé numérique, on pourrait se dire, mais finalement, ce pilotage par l'éthique ne suscite pas un ensemble de questions, de problématiques très compliquées. Au fond, en précisant que la télémédecine est bien de la médecine, eh bien, finalement, il suffirait de rappeler le cadre réglementaire et les cadres de déontologie existants. Et donc, mon point de vue, en tout cas ma position, c'est que, bien entendu, si les principes, par exemple, de la bioéthique, les principes de l'éthique médicale continuent à rester valides, continuent, si vous voulez, à avoir du sens par rapport, évidemment, à la pratique de la médecine dans le cas d'actes de télémédecine. Et bien néanmoins, ma position est peut-être de mettre en avant et de partager avec vous quelques réflexions en mettant en avant que, malgré tout, il y a des problèmes, si vous voulez, méthodologiques conséquents qui se posent quant à la question de l'application et de l'arbitrage en contexte de ces principes de l'éthique médicale par rapport à la télémédecine. Donc oui, bien entendu, l'éthique médicale classique, la bioéthique, reste légitime par rapport à la télémédecine, mais il me semble que des questions méthodologiques fortes se posent malgré tout pour pouvoir appliquer ces principes par rapport à la télémédecine. En partant de l'idée que finalement la télémédecine déstabilise peut-être plus fondamentalement qu'on le croit, peut-être le soin, les pratiques médicales et peut-être même la définition de l'acte médical. Mais je n'irai pas jusque-là aujourd'hui, mais hypothèse, intuition que finalement la télémédecine déstabilise malgré tout assez bien le soin, les pratiques et les organisations de soins, et que donc ça pose des questions méthodologiques fortes. Et je voudrais illustrer ça aujourd'hui avec un point, une dimension, qui est celle de la spatialité des soins et des pratiques médicales. Vous montrer, illustrer combien la pratique de la télémédecine
eh bien, va avoir un ensemble d'effets de transformation de la spatialité du soin, en entendant par spatialité la manière dont sont investis les lieux et les espaces du soin. La télémédecine, en quelque sorte, transforme la manière dont le soin est appliqué, et cette transformation va soulever des questions éthiques un peu nouvelles qui demandent, à mon sens, peut-être de renouveler un peu les modes de réflexion éthique. Voilà un petit peu pour l'objectif de cet exposé. Et donc je vais me centrer pour la suite vraiment sur cette notion de spatialité. Alors pourquoi mettre en avant la notion de spatialité ? Avant que je m'intéresse à ça, avant que je propose, je voudrais souligner que c'est un thème qui est mis en avant tout par beaucoup d'auteurs dans la littérature aujourd'hui à ce sujet. Notamment un exemple qui me semble tout à fait important à ce sujet, c'est l'ouvrage de Nelly Oudthorn de l'Université de Twente aux Pays-Bas sur le télécare. Donc la pratique de soins à distance. Vous voyez ici, on a encore un autre terme plutôt que télémédecine, parce que dans le contexte hollandais, il n'y a pas de définition stricte au niveau juridique de la télémédecine, et donc il y a parfois le choix d'un usage sémantique plus large. Donc ici, on parle de télécare. Et donc elle met en avant, cet auteur tout à fait intéressante, que finalement, beaucoup de défenseurs des technologies de l'information et de la communication, et ce depuis le développement de l'Internet, ont mis en avant, ont défendu l'idée que finalement ce sont des technologies qui feraient disparaître la notion même d'espace et de spatialité. C'est quelque chose qu'on a tous fait comme expérience, le fait de pouvoir par visioconférence, par Skype ou autre, dialoguer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. On pourrait vraiment se dire que finalement l'impression qu'il est là, juste à côté de nous, comme si finalement on pouvait même on oubliait la question de la spatialité. Mais beaucoup, et donc Nelly Oudthorn montre que pour les débats autour du télécare et de la télémédecine, on retrouve de fait ce même point de vue, ce même préjugé, cette même conviction que finalement la télémédecine, le télécare ferait disparaître la notion même d'espace et de lieu, comme si on n'avait plus besoin d'en parler. Et donc, dans la littérature, elle montre, et d'autres auteurs montrent aussi, que finalement, un des risques, c'est d'oublier la dimension de la spatialité et des lieux. Or, vous allez le voir, c'est ce que je vais tenter d'illustrer ici, la télémédecine à aucun moment ne fait effacer même la notion de lieu, si vous voulez. À aucun moment, elle ne conduirait à une forme d'abolition des frontières et des espaces. Au contraire, la télémédecine, pour pouvoir être opérationnelle, repose sur une certaine forme de configuration des espaces. C'est quelque chose qui est également mis en avant par Alexandre Mathieu Fritz et Gérald Gaglio dans un état de la littérature proposé dans la revue Réseau, assez récemment, qui fait vraiment un petit peu le point au niveau de la littérature en sciences humaines et sociales sur la télémédecine. Alors, 3 petits points pour illustrer ça. Revenir un petit peu sur ce thème de l'oubli de la spatialité. Donc il y a un oubli de la spatialité par rapport à la télémédecine, le télécare, et questionner un peu cet oubli de la spatialité en faisant référence à des travaux en sciences humaines et sociales. 2, vous montrer concrètement la manière dont la télémédecine, et plus particulièrement la télésurveillance, eh bien, a pour effet de spatialiser autrement le soin à différents niveaux, au niveau de la relation médicale, au niveau, pourrait-on dire, micro, au niveau plus méso, au niveau de l'organisation des soins, et au niveau macro, vous verrez ce que je veux entendre par là. Et un dernier point, je tirerai les conséquences méthodologiques pour l'éthique de la mise à jour, de l'attention portée à ces différents niveaux de spatialité. Alors d'abord, face à cet oubli de la spatialité, tirer 2 petites leçons depuis différents travaux en sciences humaines et sociales. 2 petits travaux qui vont nous amener justement à porter attention à cette spatialité. D'abord, peut-être revenir un petit peu sur une leçon de la philosophie des techniques. Donc bien souvent, on parle des technologies simplement comme d'outils, comme de simples instruments destinés à soutenir une action. Parfois même, c'est quelque chose qui est défendu éthiquement. Les technologies dans la télémédecine doivent rester uniquement des objets, doivent rester des moyens, et comme si, en se disant ça, on se garantissait d'une certaine dimension éthique de l'acte de télémédecine. Or, la philosophie des techniques, beaucoup de philosophes nous questionnent depuis longtemps cette vision
de la technologie, des techniques comme de simples outils. Et notamment, mais j'aurais pu allonger ici la dia d'autres auteurs, mais notamment un auteur comme Bernard Stiegler nous invite à aborder la technique non plus simplement comme en termes de moyens ou d'instruments, mais en termes de milieu. La technologie, finalement, doit plutôt être pensée comme une forme de milieu, à la manière du milieu symbolique, si on parle au sujet de la vie de l'esprit. Eh bien, la technologie est mieux comprise sous la forme d'un milieu. D'autres auteurs parlent encore de réseaux sociotechniques pour parler des technologies. Et le numérique également, je pense qu'il a plutôt intérêt à être abordé à travers ces métaphores spatiales de milieu, de réseau, davantage que comme celui de simples instruments. Et donc dans le numérique, par exemple, on voit à nouveau, grâce aux travaux de Dominique Boulier, l'intérêt de prendre en compte la manière dont le numérique transforme les milieux d'action. Notamment, je fais référence ici à ces travaux sur les objets connectés, où ils montrent comment les objets connectés, loin d'être simplement des objets, des outils qui peuvent ou non soutenir nos actions, eh bien comment ces technologies transforment véritablement nos espaces de vie, transforment même la notion d'habitat, donc il va jusqu'à forger le concept d'habitel pour désigner en quelque sorte l'écosystème que forme le numérique qui entourerait, accompagnerait chaque individu. Donc vous voyez, première leçon qui montre l'importance de la spatialité, qui montre l'importance de sortir de l'oubli cette question de la spatialité. Eh bien, les philosophes, les sociologues des techniques nous montrent combien la technique est beaucoup moins qu'un simple objet, mais quelque chose comme un milieu d'action, si vous voulez. Autre petite leçon qui cherche à nous faire nous sortir de cet oubli de la spatialité, c'est cette fois-ci une leçon de la géographie contemporaine. Ici, je fais référence au géographe Michel Lusseau, notamment dans son livre Hyperlieux, et qui montre que finalement, on est encore marqué par une image très classique du lieu, donc c'est-à-dire très souvent on considère le lieu simplement comme un espace physique qui existe indépendamment de nous. Michel Lusseau va jusqu'à faire remonter cette conception très courante du lieu à Aristote, qui dans son livre 4 de la physique, eh bien, nous apprend que le lieu est un vase qu'on ne peut mouvoir. Si vous voulez, ce mot de vase ici que j'ai mis en gras montre bien combien finalement, même combien le contenant et le contenu, lorsqu'ils sont associés, lorsque vous mettez par exemple des fleurs dans un vase, eh bien combien il n'y a pas contamination, si vous voulez, de l'un par l'autre. Le vase étant un lieu qui existe indépendamment de nous. Et donc, la géographie contemporaine montre finalement que cette vision, il faudrait plutôt la questionner, et elle montre que finalement ce que le lieu contient et rassemble contribue à reconfigurer autrement le lieu, à le requalifier autrement, et donc qu'il serait à proprement parler impossible de séparer le lieu de ce qu'il s'y déroule, si vous voulez. Donc deuxième petite leçon qui nous invite à sortir un petit peu de l'oubli de cette spatialité, qui montre combien la spatialité, c'est quelque chose d'important. Et je voudrais maintenant montrer combien la spatialité, c'est quelque chose qui est important lorsqu'on s'intéresse à la télémédecine et aux enjeux éthiques de la télémédecine. Il faut sortir cette spatialité de son oubli. Pourquoi ? Parce que la télémédecine, eh bien, elle transforme également la manière dont le soin se spatialise, si vous voulez. Je voudrais mettre ici en avant différents niveaux de spatialité de la télémédecine. Au niveau que j'ai appelé micro, si vous voulez, qui serait un petit peu le niveau simplement de la relation entre les patients et les soignants, eh bien, on remarque dans beaucoup d'études que la télémédecine eh bien, transforme l'expérience spatiale des patients. Ici, une auteure, Anne Mayer, montre, alors ici je vais plutôt parler donc, de la télésurveillance, donc cet acte, un des 5 actes de la télémédecine qui consiste à surveiller à domicile des patients à travers le relevé d'un certain nombre d'indicateurs biologiques qui sont saisis automatiquement ou manuellement par les patients. Et donc la télésurveillance, ça peut concerner tant des malades chroniques qui souffrent d'insuffisance cardiaque, qui vont être surveillés à distance, que des patients en fin de vie.
que d'autres patients. Et donc, beaucoup d'auteurs qui ont fait vraiment un travail de terrain, sociologues et ethnographes, ont montré comment cette pratique de la télésurveillance à domicile avait pour effet de véritablement parfois transformer le domicile des patients. Certains parlent d'une forme de médicalisation de la maison. Et on a peut-être tous et toutes fait cette expérience lorsqu'il a fallu, par exemple, accompagner un proche en fin de vie. Rien que le fait, par exemple, de mettre un lit dans une chambre au rez-de-chaussée, on transforme même la qualification même de la pièce, qui n'est plus un salon, mais une chambre. Et donc combien, effectivement aussi, tous les dispositifs technologiques qui accompagnent l'hospitalisation à domicile, ça a véritablement pour effet de transformer le lieu, nous dit Anne Meyer, en un lieu hybride qui va combiner sphère publique, sphère privée, avec intrusion de ce qu'elle appelle des technologies indiscrètes. Donc je voudrais rentrer plus dans le détail encore avec les travaux de Nelly Otsor, dont je vous ai montré tout à l'heure le livre, et qui développe une méthode qu'elle appelle de technogéographie. Donc s'intéresser comment, à travers l'utilisation de technologies, finalement, ça revient véritablement à transformer les lieux, comment ça revient à transformer la dynamique des lieux et comment, à l'inverse, la dynamique des lieux, qui par exemple dans la maison peuvent être structurés par des rapports de genre, par exemple, comment ils peuvent en retour aussi influer sur la manière dont la technologie va être implémentée. Et donc, elle s'est intéressée notamment, donc, à travers ses enquêtes, à des technologies de surveillance de patients atteints de défaillance cardiaque, et donc qui étaient amenés volontairement à rentrer un certain nombre de données dans les dispositifs de suivi à distance. Par exemple, le poids, pour voir s'il y a des variations de poids significatives dans un laps de temps court, pression artérielle, etc. Et donc, elle montre comment ça a véritablement transformé les patients. Elle montre aussi combien, dans cette situation, les patients sont plus actifs aussi, plus responsabilisés. Donc, ces objets de suivi à distance sont utilisés sans la présence des professionnels et parfois, donc, les patients sont amenés, un certain nombre d'indicateurs, les patients sont amenés à les encoder eux-mêmes. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle met à jour le fait que le script de certaines technologies est parfois très lourd. Alors, c'est quoi ce mot de script? C'est un mot qui est souvent utilisé en sociologie des sciences et des techniques, notamment par une auteure qui s'appelle Madeleine Akrich, du Centre de sociologie de l'innovation. Et par scénario, si vous voulez, il faut simplement utiliser le scénario d'usage un peu prédéterminé que le concepteur a en tête lorsqu'il design un objet technologique. Donc vous designez un objet, vous imaginez que la personne va l'utiliser de telle manière, etc. Et donc ce script, parfois, il peut être assez lourd pour les patients. Prendre un exemple, ici, donc, il y a l'envoi par les patients d'un certain nombre de données. Et il est prévu que dans le script, si à un moment donné ces données atteignent un certain seuil, il y a un message qui leur est envoyé. Donc, il y a un signal lumineux qui leur est envoyé sur une set-top box, qui est une boîte blanche, si vous voulez, qu'ils ont dans leur domicile. Et donc, dès qu'ils voient ce signal, ils doivent allumer leur télé. Et puis, ils ont les informations. Ils ont un message qui s'affiche sur leur télévision. Et donc, ils doivent répondre alors à un certain nombre de questions. Mais s'ils n'ont par exemple pas vu le bouton s'allumer sur la set-top box et qu'ils n'ont pas allumé la télévision, alors le script prévoit que l'infirmière téléphone au patient. Mais beaucoup de patients, si vous voulez, ont peur de déranger l'infirmière, donc vont mettre vraiment la set-top box de manière la plus visible qui soit dans la maison. Et donc, elle montre que finalement, ça a vraiment pour effet ce script de fonctionnement de la technologie, de contraindre assez fort les personnes dans leur lieu de vie. Donc, le script ici présuppose aussi que les patients sont liés à la maison, si vous voulez. Donc vous voyez combien le script de certaines technologies peut véritablement contraindre la manière dont les patients vivent chez eux. Oui, ouf, oh mon Dieu. Donc voilà, vous voyez, alors c'est pour ça on parle souvent de la télésurveillance, la télémédecine comme une promesse de plus grande autonomie des patients. Mais parfois, pour fonctionner, le script des technologies est très lourd, peut véritablement contraindre les patients dans leur vie. Et donc, on peut se poser une première question éthique grâce à la mise à jour de la spatialisation des soins au niveau micro. Est-ce qu'on renforce l'autonomie ou on développe une nouvelle forme de paternalisme numérique, si vous voulez? Pour les quelques minutes qui restent, je voudrais quand même évoquer les deux autres niveaux qui me paraissent essentiels. C'est aussi porter attention à la spatialisation des soins qu'a dû la télémédecine au niveau méso, pourrait-on dire. J'entends quoi par méso? J'entends le niveau plutôt organisationnel. Alors,
beaucoup d'auteurs, je pense à un philosophe comme Marcel Gauchet, nous ont appris que avec Internet, c'est un article qui s'appelle « La crise des médiations », on va droit vers l'individualisme, c'est la suppression de tous les médiateurs dans la société, c'est la désintermédiation totale. En même temps, des études comme celle-là sur la télémédecine montrent qu'il y a peut-être certains intermédiaires qui disparaissent, mais il y a aussi de nouveaux intermédiaires qui apparaissent. Il y a notamment de nouveaux métiers qui apparaissent, notamment dans ces cas de télésurveillance. Il y a des prestataires techniques, des tiers technologiques qui vont être embrigadés, si vous voulez, dans le réseau de soins. Donc ça pose, si vous voulez, une nouvelle réorganisation des soins, qui pose des questions de collaboration interprofessionnelle un peu inédites. Pour que la télésurveillance fonctionne, ça repose aussi, et ça rejoint un peu les débats philosophiques qu'on a eu ce matin, parfois sur un travail supplémentaire caché. Beaucoup d'auteurs ont montré que finalement les technologies, elles ne marchent pas ou elles n'échouent pas par elles-mêmes. Elles dépendent toujours de formes de travail, si vous voulez, de formes de travail cachées. Et les travaux, par exemple, de Janet Pols sur le télécare, donc une autre auteure néerlandaise, a montré que dans certains cas, le télésuivi de patients par des infirmières a permis véritablement de développer un soin plus qualitativement vraiment intéressant, etc. Mais en tout cas, souvent, ça a été au prix d'un travail caché, parfois extrêmement fort. Par exemple, on se rend compte qu'à côté des nouvelles technologies, le téléphone, plus vieille technologie, reste une technologie fortement utilisée par les infirmières pour s'assurer que la technologie fonctionne bien. Donc vous voyez, c'est peut-être pas est-ce que l'homme remplace la machine ou pas, parce que moi je pense que la machine repose toujours sur une forme de travail humain par définition, mais la question c'est quel travail humain, travail visible, invisible, travail plus fragmenté, segmenté ou plus qualitatif, parce que ça permet la délégation de tâches nobles à de nouveaux acteurs, etc. Et donc pour résumer, ce deuxième niveau, ce niveau méso induit par de spatialisation des soins, c'est un nouveau terme de Madeleine Acriche. Portons l'attention à ce qu'elle appelle la nouvelle forme de géographie des responsabilités que les technologies vont amener à redistribuer parmi les acteurs du soin. Et dernier point aussi, c'est que la télémédecine, la télésurveillance, mais plus généralement la télémédecine, ça induit aussi une nouvelle forme de spatialisation des soins au niveau macro. Je voudrais rappeler que la télémédecine, elle existe, elle est pratiquée par des pionniers depuis des années. Donc ce qui est nouveau finalement avec la loi de 2004 puis 2009 HPST, ce n'est pas la création de la télémédecine, elle existait déjà avant, même si c'est de manière plus marginale. Par contre, la nouveauté, c'est que la loi de 2009 en fait un outil de politique publique. Donc finalement, la télémédecine devient aussi un outil qui permet, pour reprendre un terme de Foucault dans la naissance de la clinique, permet une nouvelle forme de spatialisation des soins aussi au niveau étatique. Et il suffit de voir, je vous ai remis 2011 les 5 priorités pour la stratégie de développement national de la télémédecine, mais même d'autres dates qui attestent de ça. En 2016, la nouvelle stratégie développée dans le cadre de promouvoir la e-santé, et la ministre qui, en 2017, présente les 4 priorités pour la stratégie nationale de santé, dont la télémédecine. Et donc d'autres questions éthiques qui sont soulevées par cette forme de la spatialisation des soins au niveau macro. Et donc ma dernière dia, c'est juste vous montrer, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que oui, bien évidemment, la télémédecine est un acte médical, donc oui, bien évidemment, le code de déontologie continue à s'appliquer, la bioéthique et les 4 principes continuent à s'appliquer. Par contre, il me semble qu'il ne faudrait pas passer à côté du fait que la télémédecine amène une spatialisation des soins différente et qu'il y a des questions éthiques spécifiques qui se posent à chacun de ces niveaux. Premier niveau macro, ici c'est un article qui est paru dans l'American Journal of Bioethics, qui disent mais si on veut continuer à parler de télécare, d'autonomie dans le cadre de télécare, alors il faudrait développer ce qu'ils appellent une approche externaliste. Donc l'autonomie en tant qu'elle prend en compte la manière dont la personne âgée, par exemple, a ou non un pouvoir sur l'environnement technique qui l'entoure. Deuxième niveau méso, prendre en compte les nouvelles formes de géographie des responsabilités qui sont induites par l'utilisation de ces technologies. Qui portent, est-ce qu'il ne faudrait pas développer, pour reprendre un terme de sociologie de la santé, un nouveau dirty work, un nouveau sale boulot 2.0 si vous voulez, donc, qui serait pris en charge par certains acteurs pour que les solutions technologiques marchent, mais qui ne seraient pas visibilisées, ou une augmentation, pour reprendre le terme de Strauss, du travail du patient, comme autre travail invisibilisé pour que les technologies fonctionnent. Et le niveau macro, c'est de prendre en compte aussi le fait que la télémédecine induit
des questions éthiques au niveau des politiques de santé publique, et donc ne pose pas simplement des questions au niveau micro. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça creuse la question, cette histoire de spatialisation, puis de géographie, puis de lieu, des questions qui auraient, à mon avis, intérêt à être vulgarisées pour les inclure dans certaines formations. C'est toujours un peu mon dada, la formation, parce que vous êtes allé plus loin que dire, il y a le Python là, vous poussez dessus et puis ça va. Au niveau des personnes âgées particulièrement, je trouve ça extrêmement intéressant, ce vocabulaire. Vous partez de l'idée, c'est à peu près la même chose qu'autrefois, mais finalement, vous avez si contraint que ça développe tout un univers auquel on réfléchit pas souvent parfois. On revient ce matin, on fait des politiques publiques, des règlements, des machins, et souvent on pense pas à ces choses. Et après, ça se met en œuvre, puis ça fonctionne pas parfois auprès des personnes. Et là, on dit on va changer, mais c'est de creuser la chose plutôt que de changer. C'est ça qui me paraît important. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une en particulier, moi de mon côté, qui est une constatation. Dans la loi d'il y a 2 ans, loi de modernisation du système de santé, tout a été en définitive rapporté au niveau de la notion de territoire. C'est ce que j'essayais de dire à Stanis, nous en discutions un peu sur vos propos. Or, malheureusement, cette notion de territoire a été prise comme telle, mais n'a pas été travaillée avec toutes les bases que vous citez là. En particulier, qu'est-ce qu'on met dans les territoires, d'autant plus qu'il y a moins de médecins, donc on va utiliser de la télémédecine. Donc il y a des bioéthiciens qui ont travaillé, philosophes des techniques. Il y a Michel Foucault qui a travaillé aussi sur tout le problème des territoires. Et donc, en quelque sorte, ce qu'on peut regretter un peu, malgré que vous citiez les lois au début telles qu'elles sont, même si elles existent, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que les lois elles-mêmes sont de véritables balises, est-ce qu'elles sont vraiment travaillées comme il faudrait le faire? En définitive, toute la réflexion que vous faites là est une réflexion éthique après la loi de 2016 sur la modernisation des soins de santé et qui oriente, qui centralise en quelque sorte sur des territoires sans penser ce que les territoires, comme nouveau concept, allaient changer dans la relation de soins. Et pour reprendre ce qu'on dit ce matin, les différentes rencontres, c'est-à-dire comment les technologies génèrent elles-mêmes par, et ici vous nous montrez bien la spatialisation, et à différents niveaux, que ces éléments-là doivent être pensés, car ils peuvent avoir des conséquences qui peuvent être éventuellement, vous avez cité un moment, un paternalisme numérique. Donc on se rend bien compte comme quoi nous devons être vigilants. C'est pour cette raison que je le soulignais, voyez-vous, mais c'est pour montrer l'actualité de votre pensée et comment elle s'articule, à mon avis, excessivement bien avec ce qui a été dit ce matin, quand on veut travailler sur les rencontres. C'est-à-dire que si on ne travaille pas, et la rencontre avec la machine est aussi en fonction du lieu, tel que vous l'avez montré. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je trouve vraiment que c'était important qu'on avance de cette manière. Non, c'est passionnant, merci pour votre retour. C'est vrai que quand j'ai présenté un petit peu les lois en disant au début de l'exposé, finalement, voilà, rien de neuf sous le soleil, vu que la télémédecine, c'est de la médecine, finalement, mon travail est déjà fini alors que je suis qu'au début de l'exposé. C'était de manière un peu ironique, évidemment, pour montrer alors après, première chose. Et heureusement qu'il y a la deuxième partie, en effet, qui montre, bien sûr. Mais la première chose, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. En fait, on peut se dire que autant, il y a cette notion de territoire, et je vous suis tout à fait, on peut se dire, est-ce qu'elle a vraiment pris en compte à travers cette notion de territoire? Il y a une réflexion forte sur les acteurs, première question. Mais à l'inverse, la télémédecine, dans la législation française, en reprécisant que la télémédecine, c'est un acte médical, finalement, c'est aussi un champ de réflexion qui pourrait être passionnant à prolonger, parce que est-ce que la télémédecine, ça redéfinit pas un peu les contours de l'acte médical, malgré tout? Mais
en tout Votre cas, lieu et votre spatialisation nous font réfléchir donc beaucoup ces deux lois plus rentrent peut-être que en sur question. la nature que l'on donnerait. Il y avait des questions. La justice spatiale. Tenez. Oui, je rejoins un peu ce qui a été dit à propos de cet exposé très intéressant, novateur. C'était les implications, tant positives que négatives, de cette nouvelle spatialisation et cette technologie sur le plan de l'humanisation et des relations interpersonnelles et intersubjectives. Que deviennent-elles? Qu'entraînent-elles vraiment chez le sujet âgé? Est-ce que le fait de... Ce sont des progrès certains, je ne mets pas du tout en cause cela, mais quelles sont les retombées négatives, et il y en aura, au niveau intersubjectif et au niveau de l'intrapsychique de la personne âgée? De quoi souffre-t-elle? On la pousse à quoi? Bien sûr, c'est pour une amélioration de sa santé, apparemment, mais on la pousse à quoi? N'avons-nous pas peur, par exemple, de nouvelles pathologies telles que l'hypocondrie, par exemple, sinon plus, à force d'être hyper centré sur sa santé, il n'y a plus que cela. C'est une sorte de d'hyper-investissement sur le corps au détriment de tant d'autres choses, et de la relation affective et de l'humanisation des rapports. N'avons-nous pas peur que, soignants, nous les soignants, nous nous enfermions dans une hyper-technologie qui, quand même, va dans le sens, je vous choque peut-être, je travaille avec les personnes âgées, d'un rejet des personnes âgées, vous le savez bien, hein, qui souffrent d'une insuffisance d'affection et d'amour. Bon, je m'arrêterai là. Ce sont des questions qu'il faut aborder. Je pense, je n'ai pas été là ce matin, je pense que ça a dû être évoqué ce matin, bien entendu. Et la dangerosité... non? Bon. Mais la dangerosité d'un tel système avec ses points extrêmement forts pour la santé physique, bien entendu. Mais il y a ces répercussions négatives qu'il faudrait, y compris dans la spatialisation, y compris. Et les répercussions qu'il y a sur la personne âgée elle-même, n'est-ce pas, dans ce rapprochement des espaces, l'intérieur, l'extérieur, etc. Bon, je m'arrête là parce que voilà. Mais moi, je suis d'accord avec beaucoup des questions que vous avez soulevées, hein, et vous avez bien compris que moi, mon exposé, en un sens, il se situe presque à un niveau, pourrait-on dire, plus métaéthique, de réflexion sur comment et dans quel cadre mener une réflexion éthique sur ces nouvelles technologies, davantage que prendre parti ou soulever une question plus précise, quoi. Et voilà. Et il me semblait que l'important aussi de mettre en avant la question spatiale, c'est que peut-être qu'on met en avant davantage l'aspect plus temporel par rapport à l'éthique des nouvelles technologies. La Commission européenne défend l'idée d'innovation responsable, où dit qu'il faut anticiper à l'avance les impacts des techniques. On retrouve presque le thème un peu d'un Hans Jonas qui veut qu'on développe une éthique de l'avenir, une éthique du futur, pour être plus conscient des impacts à venir. On trouve ça dans le rapport Villani aussi, qui nous dit à côté de la loi, développer une approche responsable où vous anticipez les risques, etc. Mais il me semble que si on n'articule pas ça à une réflexion sur la spatialisation, on risque de rester alors dans une réflexion éthique un peu mentaliste, un peu abstraite quant à la réflexion sur les impacts possibles des nouvelles technologies. Mais donc, en résumé, je suis d'accord avec les questions que ça peut se poser et les inquiétudes que vous pouvez avoir. Ici, moi, c'était plus d'un niveau méta. Si on veut justement prendre au sérieux ces inquiétudes, quelle méthode de l'éthique il faut mettre en œuvre, quelle attention il faut développer? Je pense qu'il faut surtout dire d'avoir de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut que des robots comme ça soient aussi offerts dans des contextes où on parle des personnes âgées, on travaille autrement. Oui. Alain Franco, je suis professeur honoraire de gériatrie et j'ai exercé à Grenoble pendant longtemps, puis à Nice. Et en 2000, j'ai créé un laboratoire de recherche interuniversitaire avec des économistes pour
développer la télémédecine en gériatrie. Nous avons d'ailleurs écrit un livre sur la télémédecine en gériatrie en 2000 et j'ai publié un papier dans la presse médicale en 2005 sur Visadom, qui était le premier système qui, à distance, permettait de soigner les gens en HAD, hospitalisation à domicile. Alors, je voudrais simplement porter un petit témoignage pour soutenir notre orateur, qui n'a pas vraiment besoin d'être défendu, mais c'est sur les aspects humains de la télémédecine. Parmi les différents projets que nous avons menés à bien, il y en avait un qui consistait à installer par la télémédecine une relation régulière entre le CHU et des maisons de retraite situées dans la montagne. Il y en avait une dans un petit village qui s'appelle Monetier de Clermont, dans le Trièves, qu'on allait visiter par télémédecine une fois par semaine, une demi-heure, de 14h à, c'était le mardi, 14h à 14h30. Et cette demi-heure permettait d'être en contact avec les gens de la maison de retraite. Nous avions l'équipe CHU qui était réunie et ça a très bien marché, c'était très régulier, tout le monde était là. Alors il y avait deux temps, un premier temps où on voyait l'ensemble de l'équipe et on disait finalement cette personne, vous ne l'avez pas descendue à l'hôpital. On économisait à peu près 50% des trajets maison de retraite hôpital inutiles. Et alors, je voudrais justement témoigner de la réticence dans notre équipe des psychologues qui étaient très très technophobes, mais qui faisaient ça par devoir parce qu'ils obéissaient, que le patron insistait pour que ça marche. Et Claudine Montagny, qui est une superbe psychologue clinicienne, un jour a complètement changé sa cutie vis-à-vis de la télémédecine. Qu'est-ce qui s'est passé? En fin de ces réunions d'une demi-heure, nous voyons des cas particuliers à ce moment-là. On utilisait non pas des éléments éthiques, mais des éléments de bonne pratique, qui est souvent plus importante que l'éthique d'ailleurs dans le domaine, puisque l'éthique en effet n'a rien de spécifique. Et on voyait à part sur l'écran une malade d'Alzheimer pour laquelle on faisait un diagnostic à distance, on a publié ça, etc. Et tout d'un coup, on avait du bon matériel, on pouvait zoomer et on a vu une petite larme dans le coin de l'œil d'une malade qui était située à distance. Et à ce moment-là, ça a beaucoup ému notre psychologue qui m'a dit « Mais j'aurais jamais vu cette larme si cette malade avait été dans mon bureau. Mais je l'ai vue sur l'écran. » Et à partir de ce moment-là, elle s'est rendue compte, d'ailleurs ça a été publié, que la relation entre un consultant d'un côté et un malade de l'autre en télémédecine était tout à fait humaine, tout à fait respectable et tout à fait en phase avec les règles habituelles de l'entretien clinique, psychologique, etc. Donc, c'est simplement pour dire qu'on ne doit pas opposer la technologie et la relation humaine qui reste quand même au centre de toutes ces questions-là. Oui, et ce qui est intéressant aussi avec ces réflexions sur la télémédecine, c'est que ça permet un espèce d'effet de réflexivité, même sur l'éthique médicale plus classique. Ça nous fait prendre conscience que, mais même au fait dans la relation la plus classique, dans un lieu classique, en l'occurrence le cabinet, dans le contexte de l'intimité du colloque singulier, mais c'est aussi un environnement qui est médié par des technologies. Donc ça permet aussi de prendre conscience que la question des technologies, elle ne vient pas, elle ne s'introduit pas aujourd'hui uniquement comme une nouvelle question avec le numérique, mais c'est une question à la limite qui existe depuis toujours, mais qui se pose dans des termes différents. Mais... Oui, une petite question et une remarque. Là. Ça va là? Ça va? Ah. Mais je me suis rasé ce matin. Ça va là, je peux? Oui. Une petite question, s'il vous plaît. En ce qui concerne la télémédecine, est-ce que les échanges sont toujours et complètement enregistrés? Qui en a la propriété? Et la remarque, qui est un sujet
un petit peu différent, mais pas si loin que ça, puisqu'on parle d'éthique. La télémédecine apparaît surtout pour la médecine somatique. Or, depuis déjà quelques années, il y a eu une télécommunication qui se fait, qui s'appelle officiellement téléphonie sociale, mais qui, elle, n'est pas dans un but d'approche diagnostic de soins somatiques, mais psychologiques, qui est à ce moment-là anonyme. Mais comme nous l'avons appris lors du colloque de New York, en tout cas je l'ai appris, mais c'est pareil, vous avez évoqué le Skype. Et d'après ce que nous avons appris, le Skype devient maintenant un outil de communication en psychiatrie. Et je ne sais pas si c'est en France, mais vous avez bien, et je vous en remercie, mentionné le Skype. Alors le Skype, c'est en face à face, la télémédecine aussi, mais c'est pas exactement pareil à mon avis. Voilà. Donc ma question, c'est sur la confidentialité et l'enregistrement de l'entretien télémédecine, d'une part, et puis si l'évolution de télémédecine, de téléphonie sociale, on est passé à télévision somatique. Merci de votre question. Quand je parlais du Skype, quand je parlais de Skype, c'était juste pour un exemple, plus généralement, pour envoyer un exemple de quelque chose que nous, on a déjà pratiqué. Mais dans le cadre de la télémédecine, tout doit passer par des systèmes sécurisés, si vous voulez. Vous ne pouvez pas utiliser votre messagerie privée parce que vous risquez de faire courir des risques. Ah oui. Mais je ne pourrais pas vous répondre avec précision pour chacun des actes sur les normes techniques. Je ne pourrais pas vous dire si c'est toujours enregistré ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des standards de sécurité à utiliser. Je ne saurais pas vous répondre. OK. Bon, oui, ça va. OK, donc, comme on a un peu de temps, parce que deux conférenciers se sont désistés. Madame de Villers n'est toujours pas là. Voilà. Alors donc, on pourrait faire... Ma chère amie. Non, mais c'est parce que, comme moi, j'ai coupé la parole à les gens qui disaient les autres, parce que je croyais qu'il y avait des conférenciers, donc on peut peut-être se permettre quelques questions, si vous permettez, chère madame. Alors, il y avait peut-être des gens qui voulaient poser des questions encore sur les tests génétiques. Tout à l'heure, on a arrêté la discussion. Voilà, Bon, OK, on peut peut-être revenir à votre question. ben, reposez votre question, oui. Vous aurez une réponse. Allez, faites pas la mauvaise tête. Donc, ma question tout à l'heure, c'était, de mon point de vue, dans un monde idéal, les données génétiques seraient une sorte de patrimoine commun de l'humanité. Et donc, ça voudrait dire même que les personnes, en principe, n'ont pas de droit sur ces données et que ces données pourraient être utilisées pour la recherche scientifique, sans limitation, mais rien que pour la recherche scientifique, et que par ailleurs, pour tout le reste, ça ne pourrait être qu'avec un processus d'autorisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision du monde idéal? Donc pas celui qui existe aujourd'hui, pas celui qui pourrait exister politiquement, etc. Mais donc, voilà. Alors c'est assez compliqué de répondre par rapport à notre spécificité française encore. Je vous rappelle que dans le monde entier, les tests génétiques valent des milliards. C'est un marché de plusieurs milliards avec les seules biobanques de qualité qui sont uniquement privées. Et donc on voit, sauf la France, donc on oublie la France 2 secondes, donc dans le monde entier, il y a des gens qui cherchent le moyen justement de récupérer ça, patrimoine de l'humanité, convention des droits de l'homme et de la génétique, dans quelque chose de gratuit. Donc ils proposent des plateformes en ligne qui mettent en réseau tous les génomes de tout le monde, etc., pour essayer de couper court à ces banques de tests génétiques. Le seul problème, c'est que ces sites-là sont gratuits. Bon, Google aussi, c'était gratuit, mais sont gratuits et sont de moins bonne qualité que ce qui se fait. Donc, cette offensive-là ne fonctionne pas forcément parce qu'en payant, quand même, généralement, on a toujours un meilleur service. Et ça, on peut pas le changer. Donc ensuite, pour revenir sur le patrimoine, etc.,
Moi, ma conviction, c'est que les données génétiques ne diffèrent pas d'une radiologie. C'est-à-dire que de la même façon que quand on avait le bras cassé, qu'il n'y avait pas la radio avant, on touchait pour voir. Maintenant, on a une radiologie. C'est un outil supplémentaire. C'est comme les caractères physiques qui continuent à poser beaucoup de problèmes, les discriminations et les choses comme ça. La génétique va poser les siennes et on va faire avec. Et je pense qu'il n'y a pas à plus les protéger, parce que les réseaux sociaux vont largement les diffuser quand elles vont être généralisées partout. De la même façon que les gens se montrent en photo, etc., ils vont aussi montrer certaines caractéristiques génétiques et on ne pourra pas l'empêcher. Donc je pense que c'est faire un patrimoine inviolable, intouchable, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir, qui a déjà été entamé avec l'exemple en Chine, donc c'est trop tard. Je sais qu'au niveau de l'Union européenne, il y a aussi pas mal de projets, dont plusieurs projets de type 1 million de génomes. Et ceux-là, à ma connaissance, ils sont publics. Mais finalement, malgré que ce soit des programmes publics, c'est difficile de trouver beaucoup d'informations à ce sujet-là. Est-ce que vous en savez un peu plus par rapport à ça ? Il y a le projet en Angleterre. Ouais. Là, je ne connais pas. C'est plus Angleterre, Allemagne, où il y a des projets génétiques qui sont des choses d'État. Le seul problème, c'est qu'en France, on a le plan France Génomique 2025 qui peine à arriver, qui a un but de 200 000 exomes ou équivalents génomes. Depuis le temps qu'on en parle et que ça ne s'est pas fait, ça va être difficilement concurrençable. Enfin, prenez pour exemple vos dossiers médicaux partagés. C'est depuis 2006 qu'on est dessus. Hein. Donc si vous avez téléchargé l'application, vous voyez à peu près ce que vous avez, rien. Voilà, donc je pense que malheureusement, le plan France Génomique 2025, il marchera peut-être, mais un peu trop tard. On pourrait quand même peut-être faire, d'après la question qui a été posée là, faire référence aux travaux de Bartha Maria Knuppers, qui il y a à peu près 20 ou 30 ans, je parle sous la responsabilité des collègues québécois qui sont là, qui connaissent sûrement, et toi en particulier, qui posait justement le problème à qui appartenaient en définitive les données génétiques, qui critiquait que ce soit l'OMC qui se soit occupé des brevets, rappelez-vous, alors que ça aurait pu, puisque les éléments du corps seraient, entre guillemets, non brevetables. C'était ce qui se passait même dans notre première loi de bioéthique de 1994. C'est tout le temps ce qui est écrit, d'ailleurs, dans notre code civil. Eh bien, il avait été proposé qu'il y ait des banques collectives qui soient en définitive construites et qui ne soient aucunement dans le côté commercial. Et malheureusement, cette idée n'a jamais été reprise. N'est-ce pas? Tu dois être au courant de cela, toi. Non, Anne-Marie? Anne-Marie Duguay, prof de déontologie médicale. Je pense que Mylène pourrait répondre et je prendrai la parole après. Je pense qu'on va laisser répondre Mylène et moi je répondrai après vous. Est-ce que je me trompe en faisant référence aux travaux de Bartha? Non, mais effectivement, Bartha a travaillé sur ces travaux-là quand on était en train de décrypter le génome humain. Puis c'est à l'époque qu'on a décidé, on a fait la déclaration sur le génome humain, où on a quand même fait une déclaration qui était importante à l'époque pour dire que c'était patrimoine commun de l'humanité, mais la réalité a été tout autre après, malheureusement. Puis pour ce qui est des biobanques, il y a 10 ans, je m'occupais du consortium international P3G, sous aussi la gouverne de Bartha Knuppers puis de Tom Hudson. Les biobanques publiques ont quand même existé. Il y en a qui demeurent. Là. Je veux dire, en Angleterre, elles existent encore. Il y a des travaux qui se font comme Carthagène au Québec. Elles n'ont pas encore... Puis on s'était posé la question à l'époque du consentement, je vais appeler ça sur mesure, appelons ça comme ça. Puis la réalité, puis on se pose la même question pour l'intelligence artificielle. La semaine passée, il y a un truc sur le Data Trust qui est sorti avec un travail international. La réalité qui préoccupe, c'est la fatigue du public
face à la sollicitation constante de est-ce que je veux ça, oui, est-ce que je vais répondre à chaque semaine pour dire que je suis toujours d'accord, que je pense que on l'a vu pour le projet Carthagène, quand ça a été temps de revenir pour faire de la sollicitation. Oui, les gens sont très généreux parce qu'ils savent que c'est des projets publics, mais à un moment donné, il y a une fatigue qui s'installe d'être constamment questionné, etc. Puis la réalité, c'est que les technologies maintenant permettent de faire ce questionnement-là, en fait, presque sans contact. Je veux dire, avec les bracelets téléphoniques, les ci et les ça, on est capable de collecter beaucoup de données. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer avec l'intelligence artificielle, parce que la notion de data trust rappelle un peu de cette proposition-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une cohérence dans tout cela, et moi, ça me fait plaisir de faire référence à Bartha Maria Knuppers, qui a travaillé avec vous tous et qui montre l'excellence du Centre de droit public de l'Université de Montréal. C'était important de montrer que les réflexions éthiques étaient tout à fait actuellement se développaient. Tu as un micro, tu as un micro quand tu veux parler. Oui, merci Christian de me donner le micro. Donc je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, pour faire le lien avec Mylène, c'est pour ça que je souhaitais qu'elle parle avant moi. C'était pour dire la position de Bartha Knuppers sur la notion de spécificité des données génétiques. Bartha, et là je félicite les deux personnes qui ont parlé parce qu'ils ont expliqué, même si ça leur pose problème, les difficultés que nous avons, enfin les difficultés, le choix qui a été fait par la France de considérer les données génétiques comme spécifiques. On en parlera après. Donc, on a comme données spécifiques. Les données génétiques, en France, ont une catégorisation spécifique, en particulier pour les data. Le GRPD... Elle veut dire que ce n'est pas des données de santé comme les autres. Ce n'est pas des données de santé comme les autres. Pourquoi? Eh bien, non seulement parce que la personne doit consentir, tout du moins pour la France, de manière spécifique, mais surtout parce que ça a un lien avec la fratrie, avec l'ascendance, avec d'autres personnes. Donc, voilà pourquoi elles sont très, très protégées en France. Le GRPD aussi les a retenues maintenant. La deuxième question que je voulais dire, c'est par rapport aux tests génétiques. Alors, je crois que c'est une réalité. Ce que vous avez dit, c'est parfait. C'est exactement ça. En revanche, nous n'avons pas, et Mylène en a parlé, nous n'avons pas de grande base de données génétiques comme ça a été fait en Angleterre, comme ça a été fait dans d'autres pays, comme ça a été fait de toute façon en Islande. Donc moi, il me semble que, bien entendu, nous avons cette spécificité en France. Pourquoi on a cette spécificité? Parce qu'on considère, le droit français, qui a été exposé par nos collègues, considère effectivement que c'est un patrimoine personnel, le corps humain est inviolable, il doit y avoir un consentement, et on doit protéger. C'est cette dimension-là qui est retenue, de la même façon qu'on a un consentement écrit à la recherche, etc. Alors, la difficulté par rapport aux tests et au côté financier qui a été mis en avant, vous avez... les tests sur Internet sont quasiment offerts. Aux États-Unis, c'était le cadeau de Noël l'année dernière. C'est ce qui a été le plus développé aux États-Unis pour les cadeaux de Noël, de Noël, sous l'arbre de Noël, donner le bon pour faire le test génétique. Ce n'est pas du tout la mentalité des Français, je suis désolée. Et je travaille dans une équipe qui s'occupe de génétique et d'éthique avec Anne Gambon, et de toutes les réunions que nous avons faites sur les tests en vente libre, la plupart des généticiens ne veulent pas avoir leur propre test. Ils ne veulent pas avoir que leur test qui soit fait. Pourquoi? Parce que non seulement ils vont découvrir certaines choses, mais c'est la notion d'incertitude. Et je crois que vous l'avez bien dit. Vous avez dit que ces tests donnent des informations sur l'hérédité, mais beaucoup plus et beaucoup plus difficile par ailleurs. Donc, moi, je rejoins votre préoccupation. C'est absolument indispensable de trouver une solution. Parce qu'actuellement, les personnes qui vont faire les tests sur Internet vont ensuite dans les services de génétique pour avoir des explications. Alors les généticiens ne les mettent pas dehors, mais
ça les gêne d'avoir ce travail qui n'est absolument pas prévu. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais, vous avez souligné, que je voudrais nuancer un petit peu, c'est la notion de conseil génétique. Notre régulation en France autorise les tests génétiques, bien sûr avec le consentement de la personne. Sur le plan médical, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Toutes ces bases de données génétiques pour les soins, en général, ça ne communique pas avec la recherche. Sauf, bon, il y a des discussions à ce sujet. Mais le deuxième problème que nous avons pour ces données génétiques qui sont collectées pour la recherche, c'est pas tellement la question du consentement. Ça peut être résolu. C'est surtout le problème de qui les garde, qui les concentre. Et je pense que là, votre projet est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il vous faudrait un projet autonome et non pas offrir des services à d'autres personnes. Donc, moi, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous avez fait. Je pense, pour faire le lien avec nos amis du Québec, que les pays anglo-saxons ont une antériorité recherche de population en génétique que nous n'avons pas en France, qui ne correspond pas à la mentalité française. Tout du moins, les choses risquent d'évoluer. Donc, c'est quelque chose à... Et après, on va reprendre. C'est pas juste une question de mentalité, c'est une question juridique. En civil, la donnée est quelque chose qui est intimement lié à la personne, alors que dans la loi anglo-saxonne, la common law, la donnée est un objet. Il se vend, il s'échange. S'il y a des problèmes, on ira au commerce. Et il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé avec Facebook. Quand ça a été le temps de se chicaner sur Facebook, c'est devant le tribunal commercial que ça s'est passé aux États-Unis, alors qu'en Europe, on était ailleurs. Donc ça, c'est pas juste une question de tradition.